De retour sur le plateau de Monde en 7. Merci à vous de nous rejoindre en direct sur Niwod Info. Nos invités de ce samedi, Fiagan Vidrako, deuxième vice-président de la Nouvelle Vision, et Innocent Pato, journaliste. Nous allons cette fois partir au Sénégal. La principale coalition de l'opposition, se déchire Yewwi Askan Wi, a déclaré rompre avec le mouvement politique de Khalifa Sall, l'un de ses membres fondateurs, sur fond de tension avec le parti d'Ousmane Sonko, le PASTEF, dont l'opposant dont l'éligibilité est remise en cause par une possible radiation des listes électorale. À Dakar, on se demande est-ce que le PASTEF dissous et l'emprisonnement d'Ousmane Sonko sont deux événements qui affaiblissent sérieusement une opposition dite soudée dans le pays. Le cas du Sénégal me rappelle malheureusement le cas du Togo. Opposition à quelle déchirée. époque? Non, mais à toutes les époques de l'histoire de notre pays, l'opposition déchirée, cette histoire-là, c'est un refrain que nous connaissons, nous au Togo, que nous vivons chaque instant, depuis au moins les années 90. Ça ne me surprend pas. Je le dis souvent, lorsque le populisme s'intervient, le populisme plutôt s'invite en politique, surtout au sein des oppositions, ça devient très compliqué. Lorsque des leaders n'assument pas ce qu'ils sont, ne font pas ce qui va avec le rôle qu'ils jouent, le titre qu'ils ont face aux populations, ça devient très compliqué. Et c'est ce qui se passe au Sénégal, c'est ce qui se passe au Togo, c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays où les oppositions sont divisées. N'oublions pas non plus que tout pouvoir n'a aucun intérêt à ce que ceux qui ne sont pas au pouvoir s'unissent. Hein? Le pouvoir n'en a jamais eu intérêt. Et lorsque le pouvoir se sent trop menacé, il crée son opposition et ça devient du méli-mélo au sein de l'opposition. C'est toujours comme ça. C'est même une loi de gouvernance dans tous les pays, du moins dans tous les pays africains, c'est comme ça. Et la situation aujourd'hui au Sénégal, je l'ai dit, ça rappelle la situation au pays chez nous au Togo. Il y a un homme qui est très populaire ou populiste, je peux le dire ainsi, Ousmane Sonko. Et il y a un autre cas où quelqu'un est là depuis des années, quand même il fait ses luttes depuis des années, Khalifa Sall et tout. Ils se battent eux aussi depuis des années. Et aujourd'hui, ils semblent jouir d'une certaine légitimité eux aussi. Une légitimité qui est mise à mal seulement récemment, par la nouvelle coqueluche du peuple sénégalais, Ousmane Sonko. Malheureusement, les déboires judiciaires, les problèmes que Ousmane Sonko aura et a toujours avec la justice sénégalaise font que certains aujourd'hui se disent que si aujourd'hui nous ne nous séparons pas de lui, comment irons-nous aux élections? Puisque le leader là, ce leader naturel qui est Ousmane Sonko, a des problèmes avec la justice. Et certains de ces problèmes-là, on n'arrive pas vraiment à voir si c'est toujours des problèmes politiques. Parce que c'est vrai que parfois, dans les pays africains, les pouvoirs font tout pour écarter leurs plus grands contempteurs en créant des affaires judiciaires. Mais le problème au Sénégal, j'ai suivi plusieurs débats, j'ai même participé à quelques-uns sur TikTok avec des Sénégalais et tout. Il y a beaucoup de débats ces derniers jours. J'ai remarqué que certains Sénégalais doutent aujourd'hui si c'est toujours des problèmes politiques. Parce qu'il y a quand même certaines accusations. Quand on prend par exemple Ousmane Sonko on dit il a volé le téléphone d'une dame. En réalité, le terme approprié, c'est il a exproprié la dame. Il lui a retiré son téléphone, ce qui est la définition en réalité du mot vol. Donc en réalité, c'est un peu comme s'il avait volé le téléphone. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé pourquoi? Les circonstances ayant conduit cette fois l'opposant en prison, oui. Peu importe les circonstances dans lesquelles le vol là ou l'expropriation du bien d'autrui a eu lieu, c'est que Ousmane Sonko l'a fait et il a dit lui-même. Il a dit lui-même sur les réseaux sociaux que voilà, la gendarme, il l'a saisi, la gendarme, il lui a retiré son téléphone et allé garder le téléphone avec lui. Et lui, il est sous contrôle judiciaire. Ça veut dire que tout agent des forces de l'ordre peut le prendre en photo. Donc, ces actions-là, ces actions qui ont conduit Ousmane Sonko à se faire condamner, et c'est même pas fini, parce que les affaires continuent, font que certains n'ont plus confiance en lui. Certains se disent, ce mec-là, il peut nous empêcher, nous tous, d'aller aux élections, et il peut nous conduire à la chute. Et c'est vrai. Si on ne réfléchit pas, s'ils ne changent pas de stratégie, effectivement, ils vont échouer lamentablement parce que tout simplement, le leader n'arrive pas pour le moment à se retenir très correctement, à se mettre droit dans les bottes. Voilà. Avec un Ousmane Sonko absent, un PASTEF dissous, PASTEF membre de la coalition Yewwi Askan Wi, ça porte un coup dur aujourd'hui à la coalition? Un coup dur, je dirais oui, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que c'était prévisible. Parce que aujourd'hui,
Je vois certains chefs d'État s'agiter par rapport au Niger, mais croyez-moi, comme on le dit en droit, l'intention vaut l'acte. Qui avait l'intention d'un troisième mandat? Et puisque, par la détermination de Ousmane Sonko, je peux dire, on a eu, malgré soi, à changer d'avis. Donc c'est comme pour dire, écoute, je ne vais pas, tu n'iras pas. Et bon, maintenant, tu n'iras pas. Comment est-ce qu'il faut faire de sorte que, même si tu ne vas pas, tes proches, les gens autour de toi ne puissent pas aller. Et donc je me dis, cette situation était prévisible. Mais en même temps, elle redéfinit ce qu'est opposant en Afrique. Et mon ami a bien fait de citer le cas du Togo. Parce qu'en fait, en Afrique, je peux me permettre de le dire, qu'il y a bon nombre de partis de l'opposition qui ne sont opposition que de nom. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de programme politique, ils n'ont pas de conviction. Et donc, ces partis-là sont prêts, à la seconde près, de faire le jeu, pourvu qu'on leur tende la main, pourvu qu'on leur tende de petits cadeaux et autres, et rapidement, ça bascule. Mais et au donc, Sénégal, le PASTEF s'est oui. présenté comme un des partis de l'opposition bien soudé. Non, oui, mais bien soudé. Mais dissous aujourd'hui. Dissous, Soudé, mais dissous dissous aujourd'hui. aujourd'hui. Oui. Mais avant la dissolution, allez-y comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas des tractations pour récupérer certains éléments en dessous? Voilà, ça se passe un peu partout en Afrique. Hein. Et, écoutez, on va voir le grand-papa qui va parler à son fils pour dire, mais attention, pourquoi tu suis tel au lieu de suivre celui-ci? Et rapidement, puisque la personne n'y est pas par conviction, il dit, mais attention, il faut que je respecte la hiérarchie, il faut que je respecte les aînés. Et rapidement, la personne a vite fait de basculer. À la longue, vous risquez de retrouver Sonko tout seul à la tête de son PASTEF, parce qu'on a eu le temps nécessaire de récupérer les éléments autour de lui. Avec, justement, comme vous le disiez, un PASTEF dissous, cette coalition restait l'espoir pour l'opposition sénégalaise. Oui, c'est vrai que cette coalition, c'était jusqu'à l'heure à laquelle nous parlons l'espoir. Mais le PASTEF, comme on l'a dit, dissous, ce n'est que l'institution qui est dissoute. Maintenant, les membres, les militants, eux, ils sont là. Voilà, ils demeurent. Donc, les membres, eux, sont maintenant pour la coalition. Et Ousmane Sonko, qui n'aura plus menacé, rien n'est encore confirmé. Non, mais avec les poursuites aujourd'hui, le débat au sein du parti, c'est peut-être de désigner qui pourrait porter les couleurs. Les poursuites judiciaires, c'est clair que si les poursuites sont maintenues, et puis vu le temps qu'il leur reste pour aller aux élections, je ne pense pas, et ils ont très bien fait de commencer à réfléchir sur la question, parce que il n'est pas sûr que Sonko soit dans la capacité d'être candidat pour quelque élection que ce soit en 2024. Et si c'est le cas, si je veux dire, ce cas s'avère, c'est qu'ils sont obligés de chercher un autre champion. Et c'est à ce niveau que Khalifa Sall... Oui, c'est à ce niveau que se trouve le problème. Un autre champion n'aura pas le même charisme, n'aura pas le même enthousiasme. Mais il aura le soutien. Je ne pense pas. Je ne pense pas que notre... La nature aurait du vide, comme on le dit quelque part. Mais franchement... Il faudra qu'il y ait quelqu'un face au camp Macky Sall. Et qui fera... Il ne fera pas grand... Ah non, mais les Sénégalais feront le choix entre le camp Macky Sall et le camp là. Mais ce camp, avec ou sans Sonko, pourra l'emporter. Si vous connaissez déjà un peu l'histoire, en tout cas le parcours de M. Khalifa Sall, aussi avec... l'ancien maire de Dakar. Oui, avec la justice et tout. Alors, si en fin de compte, une situation atténuante lui a pu être trouvée, ça pourrait aussi être le cas. Pour M. Sonko. Oui, malheureusement, pour le cas Sonko, je l'ai dit, il y avait intention pour un troisième mandat. En l'absence justement de M. Sonko aujourd'hui, quelle est la grosse difficulté pour cette coalition de demeurer solide? C'est de pouvoir continuer à mobiliser les gens comme avant, parce que Sonko, comme il a dit, il a fait quand même une bonne lutte dans cette histoire d'intention de troisième mandat de Macky Sall. Du coup, Sonko est devenu trop populaire dans le pays depuis son Ziguinchor jusqu'à tout l'étendue du territoire sénégalais. Alors, après Sonko, bon, si Sonko est sorti, si on sort Sonko du jeu, ça veut dire qu'il faudra que les militants, les sympathisants de Sonko soient reversés à quelqu'un qui puisse en profiter. Et à une condition, il faudrait que oui, bien sûr, il faudrait que Sonko ait quelques garanties, c'est vrai. Et qu'il fasse appel à ses militants. Sauf que, comme je le disais, une chose est sûre, vu le camp d'en face, parce que Macky Sall, son camp aura un candidat. Et si son camp a un candidat officiel, il y aura maintenant que l'autre camp en face
pour pouvoir combattre ce camp-là. Parce que nous connaissons à peu près la situation politique au Sénégal. Ce n'est pas comme au Togo, c'est pas tout à fait comme au Togo. Mais quand l'autre camp sera en face, fera face au camp de Macky Sall, c'est vrai que qu'on les appelle ou pas, les peuples eux-mêmes réfléchissent. Ils vont aller parce qu'ils veulent tout faire pour écarter Macky Sall. C'est ça en fait leur question. Aujourd'hui, je suivais, comme je le disais, un débat d'éléments. Le problème, ce n'est pas tant que ça basé sur... En fait, Sonko a juste surfé sur la situation. Les Sénégalais veulent mettre fin à la gouvernance Macky Sall. Et il s'est trouvé que il y a eu quelqu'un qui tenait les messages qui allaient dans le sens de ce que les Sénégalais voulaient entendre. Et c'est Sonko. Après c'est ce qui s'est passé. Donc, ils vont se mobiliser, ils vont se rallier. À la nation du président Macky Sall, où il expliquait clairement qu'il ne se représenterait plus pour un troisième mandat. On s'attendait quand même à ce que la tension descende au Sénégal. Ah ben il y a l'expérience Côte d'Ivoire a fait que la tension ne peut pas descendre. Le cas du président réglé, il restait encore le cas Sonko à voir. Pas que, mais je dis d'abord, l'expérience de la Côte d'Ivoire nous permet de dire aujourd'hui que ça, Macky Sall peut changer. Oui, selon lui-même, la Constitution l'autorise. Et on a vu ce cas. Au dernier moment, il peut. Vous vous rappelez, monsieur Alassane Ouattara avait dit, bon, puisque les gens de ma génération ne seront pas candidats, alors moi aussi je ne serai pas candidat. À un moment donné, il dit, mais puisqu'ils seront candidats, je serai aussi candidat. Mais c'est à ce jeu-là. Alors Macky Sall ne sera pas candidat, mais si Sonko doit être candidat, peut-être qu'il peut revenir dire, ah, je veux être candidat parce que Sonko est candidat. Mais l'espérance Côte d'Ivoire. En tout cas, donc, le divorce est acté entre la coalition de l'opposition Yewwi Askanui et le parti Taxaou au Sénégal de Khalifa Sall dans un communiqué diffusé. En tout cas, dont la coalition dont faisait partie le PASTEF d'Ousmane Sonko a dénoncé, je cite, une violation de la charte des actes de défiance et de trahison. Mais que s'est-il réellement passé ? Je crois qu'à un moment donné, Khalifa Sall ne se voyait pas en situation de pouvoir être candidat par rapport à ce qu'il avait par le passé. Et donc, avec le PASTEF, voilà un élément avec lequel il peut faire chemin ensemble et voir dans quelle mesure débloquer, lui, sa situation après. Aujourd'hui, que la possibilité lui est offerte, il se dit, mais attends, si je fais le clown, l'autre, il va prendre. Ils sont en terrain de compétition. Et donc, maintenant, les vérités font surface et naturellement, chacun y va de son chemin. Bon, maintenant, les accords. On signe les accords et c'est les hommes qui les signent, c'est les hommes qui les violent. Bon, maintenant, l'histoire jugera par rapport au résultat qui sortira. Si au niveau du pasteur, il n'arrive pas à faire réellement le jeu et à aller vers l'autre, bon, l'histoire retiendra. Vous savez, l'enjeu au sein de la coalition, c'est de se préparer à toute éventualité. Oui, et c'est malheureux. Pour moi, en réalité, ça ne devrait pas être l'enjeu. Voyez-vous, je disais que c'est le même problème qu'au Togo. Nos oppositions ont souvent ce problème-là qui est de s'opposer aux hommes. Nous opposons souvent à ceux qui dirigent et comme je le dis, on s'oppose aux hommes. Et à la nouvelle vision, nous le disons souvent, lorsque vous vous opposez aux hommes, vous créez une situation de vendetta, vous créez une situation qui devient personnelle. Alors qu'il fallait avoir une bonne vision, une vision partagée au sein de ce groupe-là, une vision qui porte sur l'État, qui porte sur votre pays et donc qui s'oppose à ce qui se fait de mal de l'autre côté. Alors, ils se sont réunis parce qu'ils voulaient combattre Macky Sall, qui aujourd'hui dit qu'il n'est plus candidat, du coup vous êtes désarmé de ce côté-là. Ils s'opposent à la situation dans le pays, la gestion qui n'est pas la bonne dans le pays. Et de ce côté-là, ils devraient continuer à s'unir pour s'opposer à cette situation. Et au moment venu pour les élections, ils décideront de qui doit être candidat ou pas en mettant en place un profil clair. Ici, il ne s'agira pas d'envoyer celui qui est le plus populaire, forcément. Parce que celui qui est le plus populaire, s'il dit voter pour X, les gens vont voter pour X, parce que c'est lui le plus populaire. Il faudrait qu'il travaille à un profil du candidat de leur coalition. Et si ce profil-là, c'est Sonko qui remplit ce profil, ou Sall qui remplit ce profil, ou je sais pas, n'importe quel autre citoyen sénégalais, membre de la coalition, qui répond à ce profil, on saura que c'est lui le candidat de cette coalition-là. Mais tout ça se passe comme ça parce qu'au début, il s'opposait à un homme, Macky Sall, au lieu de s'opposer à ce qui ne va pas. Et c'est ce que nous disions à la nouvelle vision, je reviens encore dessus pour parler du Togo, qu'à chaque fois, quand on parle des oppositions, on dit, ben, l'opposition doit être unie. Mais comment peut-on s'unir si on n'a pas une vision partagée? Quand on prend le puzzle,
les jeux, les puzzles que nous faisons, quand on était au cours primaire, on en faisait. Quand on prend les pièces des puzzles, vous les mettez ensemble dans un sachet, ils sont ensemble. Elles sont ensemble. Vous les mettez dans un sac ensemble. Vous les mettez même dans le puzzle là, ils sont ensemble. Mais lorsque vous ne les mettez pas en harmonie parfaite, pour dessiner le schéma de l'origine, le schéma original, c'est que ces pièces-là ne sont pas unies. C'est quelque chose comme ça qui se passe. Donc, il faut avoir une vision partagée pour constituer un bon puzzle, un puzzle qui est uni, qui est harmonieux. Mais tant que ce n'est pas le cas, mais vous n'irez pas loin parce que à l'origine, vous n'aviez pas la même vision, vous n'aviez pas une vision partagée. Quand on prend l'opposition togolaise, par exemple, il y a au moins 4 ou 5 courants dans l'opposition togolaise. C'est la même chose de l'autre côté. Il y a des gens qui disent, bon, le pouvoir RPT uni m'a fait trop de mal depuis des années, ils doivent dégager. Ça est leur vision, ça. Tant que c'est dégagé, c'est fini. Il y en a qui disent, bon, moi aussi j'ai eu faim pendant des années, il faut que je trouve une opportunité de pouvoir manger un peu. C'est un autre courant. Déjà, les deux courants là, ça pose problème. Il y en a qui disent, bon, entre-temps, quand les gens là étaient au pouvoir, ils m'ont cassé un œil, j'ai perdu un œil, je suis borgne à cause d'eux. Donc, je dois, moi aussi, je dois les chasser au moment venu. Il y a 3 semaines, il y a un chef politique togolais qui disait que voilà ce que le pouvoir fait aujourd'hui, qu'ils n'oublient pas que eux aussi un jour seront au pouvoir et qui pourraient être amenés à faire la même chose. Mais ça aussi c'est un autre courant, voyez-vous. Donc il y a plusieurs courants. Lorsque les courants ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire les courants ne vont pas avec la même vision dans une coalition, ce n'est pas une coalition, vous n'êtes pas ensemble. Du moins, vous n'êtes pas unis. Vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas unis. C'est le même problème que nous avons sur la plupart. Il parlait tantôt de la définition de l'opposition. Nous, à la nouvelle vision, nous l'avons dit plusieurs fois, il faut redéfinir l'opposition. Nous disons même que ce mot-là, il faut le sortir du dictionnaire togolais. Nous disons parti au pouvoir, parti non au pouvoir. C'est simple comme ça. Parce que quand on dit opposant, même quand tu es braqué, le pouvoir aussi est braqué, dit ah, c'est un opposant. On a l'impression qu'on se retrouve. Aujourd'hui, même les chats et les chiens sont unis dans nos maisons. Moi, j'ai des chiens, j'ai des chats, ils sont tout le temps unis aujourd'hui. Donc, alors que quand on parle aujourd'hui opposition, c'est une question d'inimitié. On devient des ennemis. Parce que je suis opposant, mon frère qui est colonel à la gendarmerie, je ne peux pas lui rendre visite, alors que c'est mon frère. On a fait l'école ensemble, je ne peux pas aller le voir. Parce que je suis dans l'opposition, je peux aller au siège de Uni, là-bas où se trouve mon cousin, avec qui je suis ami avec lui, moi, on a fait beaucoup de chansons. Mon propre frère, parce qu'il est ici, je peux aller le voir, tout simplement parce que je suis dans l'opposition et que lui est au pouvoir. Si on me voit, quelqu'un me voit, je me ferai lyncher par la population. Tout simplement parce que nous nous sommes opposés à des gens dans ce pays et de l'autre côté aussi. Il est temps qu'on construise les choses de bonne base en redéfinissant ce que nous appelons opposition. Votre avis sur la question? Bien, l'avis il est pertinent parce que je me pose la question de savoir d'où est venue cette difficulté. Parce que réellement, quand on dit opposant, c'est un étiquetage. Mais quelque part aussi, je me dis que les leaders de l'opposition, dans le temps ou par le passé, ont fait croire que quand on est opposant, on doit même dire bonjour à l'autre qui est au pouvoir. C'est une trahison. C'est une trahison. On a vécu ça, on a connu ça dans ce pays. Bon, je me réjouis qu'un parti comme le vôtre et peut-être bien d'autres jeunes partis puissent changer de langage, orienter les choses vers une nouvelle dynamique. Et c'est bien pour assainir la situation. Pas seulement qu'en Afrique. Non, mais en fait, elle est plus... Ailleurs, on parlera de droite, de gauche, de son... Non, mais c'est mieux, quand on dit droite-gauche, tu sais que c'est juste une question d'opposition d'idéologie. Mais lorsqu'on dit opposition, ce n'est plus une question d'idéologie. On dit parti travailliste, on dit... Vous estimez que l'appellation pose problème? Bien sûr. Non, moi je ne vois pas l'appellation poser problème. C'est une question de pédagogie. Il faut redéfinir clairement les choses et expliquer aux gens c'est quoi un parti au pouvoir, c'est quoi un parti de l'opposition. Parce que avant d'être membre d'un parti au pouvoir, nous sommes des êtres humains. Si avant d'être de l'opposition, les deux camps sont divisés au niveau de l'Assemblée, ils sont ensemble pour voter les mêmes lois pour l'avenir du pays et du peuple. Effectivement. Voyez-vous, ceux-là même qui nous ont apporté la démocratie à l'occidental, chez eux, on ne trouve pas opposition au pouvoir. En France, ils disent droite, gauche, centre. Aux États-Unis, ils disent républicain, démocrate. En Angleterre, ils nous disent quoi? Travailliste, droite, ils sortent de... Aucun d'entre eux n'utilise opposition, pouvoir. Parce qu'ils savent que dans nos pays ici, quand on dit opposition, tout le monde dit il doit s'opposer. Par exemple, comment est-ce que vous vous considérez? Nous sommes un parti non au pouvoir. Nous sommes un parti non au pouvoir qui lutte pour les intérêts du peuple. C'est important et c'est simple comme ça.
Nous ne définissons pas parce que lorsqu'on dit opposant en même temps, je me dis, il doit s'opposer. Quel que soit ce qui vient de l'autre côté, lui doit s'opposer. Et même, il y a quelqu'un qui a raconté une histoire à mon président le samedi dernier. Il disait que, à un moment donné de la lutte, c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup dans l'opposition d'antan. Il y a un moment donné de la lutte, il y a même quelqu'un du bord du pouvoir qui leur avait dit, Maouné ira mieux. Il a dit, je refuse. Maouné ira mieux. Il dit, je refuse. Avant même de se réveiller pour savoir que le gars avait dit en réalité que Dieu vous bénisse. Parce que ça venait de l'opposition. Dans sa tête, oui, à chaque fois, dans sa tête, il faut dire je m'oppose. Quelle que soit la question. Donc, en attendant, je refuse. Au Sénégal, on parle encore de partis de l'opposition. Aujourd'hui, avec une coalition de l'opposition dite plus soudée, en tout cas, et qui représentait l'espoir pour les Sénégalais en vue de la présidentielle de février 2024. Aujourd'hui, dans ces conditions où chacun est contraint de partir de son côté, quelles sont justement les conséquences pour l'opposition sénégalaise? Oui, les conséquences, c'est bien clair. Parce que avant que la situation ne soit ce qu'elle est aujourd'hui, il doit y avoir des tractations dans l'ombre. Et si les gens veulent jouer par rapport à ces tractations, l'opposition ira perdante. Parce que vous verrez des gens de l'opposition, dans les meetings, faire semblant d'être avec l'opposition, mais dans l'ombre, faire le jeu de leurs bienfaiteurs. Parce que aujourd'hui, le statut de certains a changé. Et donc, quelque part, est-ce qu'ils ne sont pas redevables à celui-là qui les a aidés à retrouver cette situation? Ça, c'est une question purement personnelle. Et je m'interroge, mais je me dis que si l'opposition ne fait pas attention, Macky Sall, le parti de Macky Sall peut faire le jeu. Peut encore remporter. Moi, je pense que si Sonko est exclu du jeu, l'opposition peut encore gagner. S'il est effectivement exclu du jeu. Mais s'il n'est pas exclu du jeu et qu'il est encore candidat, et le pouvoir peut jouer vraiment dessus, qu'il est encore candidat, il y aura alors au moins 2 leaders importants au sein de l'opposition, et là, l'opposition va s'affaiblir. Mais si Sonko n'est plus candidat, donc comme je l'ai dit, totalement écarté, là, effectivement, l'opposition pourra selon le PASTEF, gagner même malgré les conditions, la situation actuelle. Mais le PASTEF n'existe plus. Oui, mais pour les membres, pour les anciens membres, en tout cas, monsieur Ousmane Sonko reste et demeure l'unique leader et candidat pour eux à la présidentielle dans tout. Oui, mais s'il est exclu. Pour quel parti? Il y va avec le nom de quel parti? Le parti n'existe plus. Et donc, c'est dans l'imaginaire. Parce que ça, ce n'est pas une théorie. Hein. Le parti n'existe plus, ça, ce n'est pas une théorie. C'est acté. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des procédures, On ne peut pas non plus considérer que c'est fini. Il y a toujours d'autres cartes à jouer. Évidemment que les procédures entrent en jeu pour que la donne change. Au cas échéant... Il peut être candidat indépendant s'il n'a pas de poursuite judiciaire. Un tour de table très rapidement sur le Sénégal en vue de la présidentielle de 2024. Selon vous, comment l'opposition pourrait mieux s'organiser en vue d'espérer de pouvoir aussi tirer son épingle de jeu, avoir un candidat aussi? Il faudrait que l'opposition sache ce qu'elle veut. Si l'opposition sait réellement ce qu'elle veut, elle sait comment faire pour avoir ce qu'elle veut. C'est simple. On a vu quand Wade voulait rempiler, c'est l'opposition dans son ensemble qui a fait proprement le travail pour le faire partir. Les Beno Sigil Sénégal. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce n'est plus un secret. L'opposition, le peuple sénégal sait ce qu'il faut faire. Et donc, c'est à l'opposition sénégalaise de jouer le franc jeu. D'être vraiment... Le Sénégal a été un pays de grands hommes. Et donc, il faudrait qu'il reste dans cette dynamique. Et on verra ce que ça va donner. Oui, moi, je pense qu'ils ont déjà réussi à faire écarter Macky Sall de la course. C'est un grand... C'est un trophée à brandir pour eux, même si ce n'était pas ça la finalité. Mais cette finalité aussi, il faudrait qu'ils la définissent. Je parle là de l'opposition, il faudrait que l'opposition définisse cette finalité. Ensuite, pour moi, la question n'est pas de savoir, opposition, pour voir qui doit diriger le Sénégal à partir de l'année prochaine. La question est de savoir qu'est-ce que le peuple sénégalais veut. Si le peuple sénégalais veut toujours le camp Macky Sall, c'est le peuple sénégalais qui le voudra. S'il veut maintenant le camp Sonko et tout ce qui va avec, c'est le peuple sénégalais qui le voudra. Mais moi, j'estime que l'opposition, ce que l'opposition et les partis qui composent cette opposition doivent faire, c'est de s'asseoir, de mieux discuter et de définir, comme je l'avais dit tantôt, un profil du candidat qui doit représenter l'opposition.
Et si le profil est défini, même Sonko lui-même participera à cette réunion où on va définir le profil du candidat. Il ne faudrait pas que ce candidat-là soit désigné dans la rue. Il ne faudrait pas que ce candidat-là bénéficie juste de ce que j'appelle le populisme. Que le profil soit défini par des personnes intelligentes, des personnes sensées autour d'une table. Et une fois que ce profil est défini, on verra qui respecte ce profil ou pas. Et on présentera un candidat à la fumée blanche, un peu comme on le fait au Vatican. Un candidat sortira, lui au moins respectera à un pourcentage très fort ce profil-là. Et c'est Sonko et les autres, si ce n'est pas Sonko, si ce n'est pas Khalifa Sall, c'est eux, les deux là, se mettront en concert pour présenter ce candidat-là au peuple sénégalais. Et le peuple sénégalais suivra. Parce que c'est comme ça que ça va se passer. Mais si on s'impose un candidat, ça va aller en volo. Merci à tous. Et dans cette deuxième partie du Monde en 7, on va également parler du Soudan. Dans le pays, la guerre s'enlise et pourrait durer des années. Le 15 avril, militaires et paramilitaires soudanais entraient en guerre sur de l'emporter rapidement. Près de 4 mois plus tard, les premiers sont en déroute et à Khartoum et les seconds ont perdu toute légitimité politique, estime, désespère le Soudan. Comment en est-on arrivé à cette situation aussi dramatique? Oui, vous l'avez dit très rapidement que certains pensaient que en 1 semaine, 2 semaines, on pouvait finir avec la situation. Oui. Et je l'ai dit au début de cette émission. Pour une guerre, on sait comment ça commence. On est sûr de soi et on attaque. Mais la suite, personne ne la maîtrise. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Soudan. Et il y avait le président qui était là, on a discuté, mais autant de défis, on n'avait pas autant de situations horribles. Bon, je ne sais pas. Au finish, il est parti, mais voilà des gens avec des velléités. Mais pourquoi ils se font la guerre? Point d'interrogation. Ils partent. À chaque fois qu'il y a tir d'armes, au moins il y a une vie humaine qui part. Mais ces gens-là ne reviendront jamais à la vie. C'est des dégâts énormes, c'est toute une vie bloquée. Des gens ont dû quitter le Soudan. Mais voilà le décor qui se présente aujourd'hui. Et ça doit amener à réfléchir encore pour ceux qui pensent que la guerre peut résoudre une situation dans un pays. On utilise la guerre qu'au dernier recours, après avoir épuisé toutes les cartes de dialogue, de discussion. C'est des Soudanais, tous les deux. Ils peuvent discuter. Et si c'est par rapport aux intérêts, qu'ils se partagent les intérêts et laissent le peuple vivre. Et alors là, ce qui se passe, effectivement, on le dit, on ne sait pas quand ça va se terminer. Et derrière, ceux qui vendent les armes, eux, ils sont là pour faire leur business. Continuer, acheter. Il y a telle arme qui peut tuer 50 personnes quand tu tires un coup. Et les gens, ils vont continuer par acheter. Eux, ils vont continuer par s'enrichir, alors que le Soudan va continuer par devenir une merde. Malgré les ressources qu'ils ont, ils ne pourront même pas exploiter ces ressources. Ou bien c'est d'autres forces qui viendront parce qu'ils les ont aidés à continuer à s'entretuer. Ils vont exploiter leurs ressources. Voilà. Depuis le 15 avril, une guerre sans précédent. Au Soudan, des millions de déplacés, des victimes et des morts. Vous êtes un homme politique. Face à une telle situation, quelle est votre réaction? Mais d'abord, je complète la phrase de mon cher Innocent qui disait on ne sait pas quand ça va se terminer et quand ça va se terminer, surtout parce que aujourd'hui les paramilitaires ne cessent de recevoir des appuis en armement. Ils sont dans la capitale Khartoum, ils reçoivent tous les jours des appuis. Les cargaisons ne cessent de leur parvenir. Pendant ce temps, l'armée, entre griffes régulières, c'est l'armée du pays, l'armée du général. En fait, c'est deux généraux soudanais qui s'affrontent. Paramilitaires dirigés par un général. Donc moi, je ne les appelle plus vraiment des paramilitaires. Je dis juste l'armée irrégulière. Et l'armée régulière qui est dirigée par le général qui, lui, est au pouvoir. Du moins, quand vous allez aujourd'hui sur Google, vous tapez président du Soudan, c'est le général qui dirige l'armée régulière, c'est son nom. Omar el-Béchir, lui, il est dans l'histoire depuis des années déjà. Non, mais, ce qui se passe au Soudan, j'ai envie de dire que c'est créé par l'Occident. Avant, quand on était au coup primé, on nous apprenait que le pays le plus vaste d'Afrique, c'est le Soudan. Aujourd'hui, ce n'est plus le Soudan, tout simplement parce que ça a été divisé d'abord par deux. Il y a Juba et il y a Khartoum, deux capitales. Et de l'autre côté, c'est maintenant le problème qu'on a aujourd'hui, c'est pour Khartoum. Le problème, c'est le reste, ce qui reste du Soudan. C'est du moins la partie principale du Soudan, avec toutes les ressources que ce pays contient. Maintenant, la guerre est encore là. Mais qu'est-ce qui a créé cette guerre? Il faut remonter un peu l'histoire pour se demander quelle est la cause de cette guerre depuis le début.
D'abord, Omar el-Béchir qui a été chassé du pouvoir. Il y a eu un général qui est chassé ensuite. Et bien celui-ci a pris la suite de son ami qui est l'autre général. Alors ça a commencé tout simplement parce qu'à un moment donné, il y avait un problème pour le partage des ressources du pays. Ça a toujours été ça. Mais le partage des ressources du pays, quand on partage, on vend les ressources là à qui? Au receleur. Quand tu voles, tu cèdes à quelqu'un, celui qui prend, c'est le receleur. Donc c'est lui qui encourage le voleur. Devant la loi normale, le receleur et le voleur sont punis de la même manière. Donc, autant le voleur que le receleur est coupable. Mais le problème avec le receleur dans le cas de l'Afrique, c'est que le receleur est tellement puissant qu'il peut donner même des moyens, il peut donner des armes pour vous permettre de vous entretuer. Après, il vient, il ramasse tout. Il peut être en train de discuter même avec les deux camps. Et prendre un peu ici, prendre un peu de l'autre côté. C'est ça aussi ce receleur qui est très dangereux en Afrique. Donc, comme il a dit, il faut que ces deux parties puissent prendre conscience qu'il s'agit du Soudan et que du Soudan, et il s'agit de fils et filles du Soudan. C'est ça aussi ce que les gens oublient. Ça fait 4 mois qu'ils se font la guerre. Et durant les 4 mois-là, ils ont perdu tant de proches. Tant de soldats sont tombés, tant de proches, tant d'immeubles, c'est-à-dire des biens matériels, immatériels, et des ressources humaines importantes. Certains ont fui le pays. Il y a beaucoup de déplacés. Aujourd'hui, c'est clair, il y a beaucoup de déplacés et il y a beaucoup de tués. Ça ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, je ne sais même pas qui sera suffisamment courageux encore pour aller au Soudan, pour discuter, pour réunir au moins les deux parties, pour les amener à la table. Parce que aujourd'hui, c'est très compliqué. Des fils et filles d'un même pays qui créent une guerre civile, qui a vu le jour. Normalement, si les généraux là avaient été plus intelligents, ils se seraient rendus compte que toutes les guerres civiles dans beaucoup de pays ont duré plus d'1 an. Minimum. On a vu la guerre au Libéria, on a vu aussi en Sierra Leone. Mais c'est que la guerre civile, ça ne dure jamais 2 semaines comme eux pensaient que ça. Effectivement, les deux avaient déclaré en même temps qu'ils pensaient que cette guerre, c'est 3 jours, quelque chose, 3-4 jours. Une guerre civile, 3-4 jours, où tu tues ma mère. Cette guerre au Soudan serait-elle devenue un rapport de force d'homme à homme aux grandes dames de la volonté du peuple? On a deux généraux qui je crois qu'en fait, à dire, c'est un problème d'ego. C'est un problème d'ego. C'est moi le plus fort, c'est moi qui ai le plus d'éléments autour et je peux me permettre de faire la loi. Ce n'est pas comme ça un pays. Voilà. Ceux qui combattent, en fait, c'est des militaires qui ont été formés ensemble. Hein. C'est eux qui s'affrontent. C'est un peu comme si on prenait un camp X face à un camp Y, mais du même pays, qui s'affrontent. C'est juste ça, en fait, la situation au Soudan. Et il faut qu'il y ait une troisième personne, une troisième personne qui soit à l'alternative et qui propose aux deux de s'asseoir. Peut-être la CEDEAO, parce que là, on a besoin d'une force comme la cette CEDEAO. Cette fois-ci, sera l'Union africaine. Je salue l'initiative du Togo qui se débrouille pas mal sur ce terrain et vivement que le génie togolais puisse sortir quelque chose. Seulement, je doute que le Togo puisse avoir grand rôle à jouer là, un terrain sur lequel les États-Unis sont très avancés avec le Vatican. Les deux forces, le Vatican, c'est pas un État comme les autres, mais c'est un État trop puissant. Ce n'est pas un apport. Mais le Vatican et les États-Unis discutent sérieusement avec les deux parties. Hein. Et justement, pendant 4 mois, quelles sont les avancées sur le terrain? Mais d'abord, il faudrait voir. En termes d'apaisement, oui. Oui, mais d'abord, il faudrait voir, comme je l'avais dit, si le receleur a intérêt, tout de suite à ce que ça s'arrête. Mais on verra tout ça après. On verra ce que ça va donner. Nous espérons justement que le peuple soudanais pourra trouver la paix d'ici peu. Le Togo tentera encore, puisque notre chef d'État, quand il s'engage dedans, il fait en sorte que ça puisse réussir. Espérons qu'il réussisse sur ce terrain pour que le peuple soudanais puisse être en paix. En 4 mois après, les ONG tirent les sonnettes d'alarme sur la situation humanitaire très préoccupante mais avant, dans vous avez dit qu'il n'y a pas d'apaisement, mais attention, Solidarité Internationale, une ONG basée... Avant, les ONG internationales avaient fui le pays. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas d'apaisement, mais il y a toujours des... Non, je dis les ONG avaient fui le pays. Mais ces dernières semaines, elles sont revenues. Les ONG là sont revenues. Il n'y a pas d'apaisement peut-être, mais il y a au moins un peu de place pour que les ONG là reviennent. La situation et aujourd'hui, elles sont dans le pays en dénonçant. Évidemment que la situation s'améliore, parce que quand les ONG quittent le terrain, ils reviennent. Mais comment aller vers une sortie de crise? On a renforcé la diplomatie, avec pour objectif d'éviter que la situation actuelle ne perdure davantage. Oui, il faut renforcer la diplomatie, tout azimut. Les États-Unis sont dedans, le Vatican, vous dites, le Togo est là, d'autres amis doivent s'impliquer, parce que quand ça ne va pas pour le voisin, pour un pays,
d'une manière ou d'une autre, les autres ne sont pas dans la tranquillité. Et heureusement que le Togo est ami au Vatican, aux États-unis, les trois peuvent peut-être changer quelque chose. Ouais, mais plus concrètement, qu'est-ce qu'il peut être fait? Renforcer la diplomatie? Est-ce qu'il faut encore mobiliser mettre les différents protagonistes autour d'une table et leur expliquer le bien fondé de la chose. La paix, la paix, on a besoin d'une paix. Parce qu'eux sont aussi perdants d'une manière ou d'une autre. Quand ils auront décimé tout leur peuple, ils vont régner sur qui? Leur fortune leur servira à quoi? C'est ça aussi. Parce que, attendez... Des pays voisins comme le Tchad qui a accueilli des milliers de déplacés. C'est un point. Et le Tchad a fait l'expérience de la guerre. C'est un point. Le Tchad peut leur raconter des histoires. Ouais. Le Tchad peut leur permettre de voir, d'entrevoir des intelligences que vous perdez comme ça. Alors, la suite, ça sera quoi? Un pays désert? Et ça vous servira à quoi? Au vainqueur, ça lui servira à quoi? Il ne pourra rien faire. Et donc, franchement, qu'on mette un accent, ils le savent, ils ont conscience, qui mettent un peu d'eau dans leur vin pour faire diminuer un peu leur ego. Donc vous avez évoqué justement l'Union africaine. Comment j'espère jugez-vous les actions de l'Union africaine pour un retour de la paix au Soudan? Non, il faut mettre les bouchées d'eau. Il faut que l'Union africaine mette les bouchées d'eau. En s'impliquant suffisamment et très sérieusement. Parce que, qu'est-ce que je remarque? L'Union africaine, c'est la mère de la CEDEAO. Des fois, on va avec complaisance. Quand ça ne va pas, il faut être clair. Parce que, des fois, qu'est-ce qu'on remarque? La situation est là, mais parce que X est l'ami de Y, il dit non, ne les écoute pas. Au lieu de lui dire la vérité pour dire, écoute, nous avons conscience, ça ne va pas. Il dit non, toi, calme-toi, je suis là. Et c'est comme ça que les grandes décisions ne vont pas jusqu'au bout. Soyons sincères, disons la vérité. Ouvrons les bouches, parlons. Nous sommes tous des responsables. Tous les pays ont le même droit de vote. Nous sommes des États indépendants. Quelle que soit ta superficie, quel que soit ton pouvoir économique, attendez, aucun pays ne nourrit l'autre. Hein. Non, on peut aider, on peut faire tout, mais on a des accords. Chacun se débrouille, chaque pays se débrouille. Et donc, il faudrait que vivement l'Union africaine aille avec sincérité, avec diplomatie et tact, et pour mettre les protagonistes sur le terrain. Parfois, il faut utiliser la thérapie de choc. Leur montrer, peut-être eux-mêmes, ils ne voient pas les images de cadavres. Vous leur présentez ça, regardez, c'est ce que vous avez. C'est votre travail, c'est le fruit de votre travail. Vous voulez que ça continue? Moi, j'espère sincèrement qu'on ne leur proposera plus de diviser le Soudan en deux. Et ça fera alors 3 Soudans, je l'espère sincèrement. Parce que, vu la façon dont les généraux là s'opposent aujourd'hui, ça pourrait être l'une des pistes, quoi. Et ce serait très triste. Parce que les 2 généraux, maintenant, chacun prend une partie, et puis ça fera 3 Soudans. Puis il y a le Soudan du Sud. Ça fera 3 pays. Mais ce serait vraiment malheureux qu'ils en arrivent là, quoi. Et il faut peut-être aujourd'hui une force, comme la CEDEAO, Ségozia le dit ces derniers temps par rapport au Niger, qu'il faudrait une force tampon, une force qui s'interpose, une force plus puissante que les deux, qui s'interpose, qui amène les deux à venir à la table de négociation et à accepter les termes des accords. Et là, il y aura le calme et on le paramètre qui n'avantage pas trop dans cette situation, c'est que le général qui est au pouvoir au Soudan est venu par coup d'État. Moi, si ça avait été un pouvoir régulier, il est venu dans la normalité après les élections comme l'autre là aussi, c'était un coup d'État au début avant. Malheureusement, c'est ça en fait la situation. Si ça avait été un président régulièrement élu, ça aurait été différent. En tout cas, pour une sortie de crise des experts suggère des sanctions lourdes visant les 2 généraux. Ce sont des opinions que vous partagez? Mais le général qui a Khartoum reçoit des cargaisons d'armes encore tous les jours. Qui lui en donne? Déjà, il faut que la personne là arrête de donner des armes. Ouais, il faut couper les oui, puis c'est l'armée irrégulière, c'est les paramilitaires. Si déjà on coupe le robinet, ils n'auront plus d'armes et puis la guerre est terminée. Maintenant, le reste des sanctions, peut-être c'est les pauvres civils qui... Et on négocie l'armistice pour certains d'entre eux auprès de l'autre général qui est le pouvoir, l'armée régulière. Et puis c'est tout. On arrête de fournir d'armes à ce cas-là. L'autre va emporter la guerre, il emporte la guerre. On négocie un armistice ici pour les généraux là, les généraux de l'armée des paramilitaires. Et la guerre est terminée.
Oui, dans la même région, les conflits, en tout cas les rivalités, par exemple aussi entre Riek Machar et Salva Kiir ont aussi Ça, c'est de l'autre côté. Voilà, ont aussi été de sérieux problèmes. C'est aussi éviter que cette fois-ci on se retrouve dans de pareilles situations. C'est là où je vois à peu près la délicatesse d'un troisième Soudan. Et puis on fera 3 Soudans, semblant de paix, et le jour où l'autre aura encore de force, il va reprendre un des Soudans. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, finalement, le problème, il n'est pas réglé. Il n'est pas réglé. Donc, il faudrait que l'Union africaine aille très vite. Ça fait déjà 4 mois. Mettons les bouchées doubles et attaquons le taureau par les cornes pour pouvoir régler ce problème. Je ne suis pas au secret des dieux, je ne vois pas réellement où se trouve le nœud qui puisse empêcher de rapidement faire la chose, mais vivement que ça se passe. C'est pour le bien des Soudanais, c'est pour le bien des Africains. Ben aussi, une piste serait de peut-être négocier un rétablissement des soldats de l'armée régulière. Enfin, non, mais c'est ce que je dis. Contre quoi l'armée irrégulière, les paramilitaires, je veux dire, contre quoi ils prennent des armes tous les jours? Qu'est-ce qu'on leur prend quand on leur donne des armes? C'est des richesses du pays, parce qu'ils n'ont pas de l'argent à donner. C'est forcément les ressources du Soudan qui sont vendues contre des armes. On est d'accord? Bon. L'armée régulière, pour pouvoir également fonctionner, c'est contre les ressources dont dispose le Soudan. Donc ça veut dire que les deux parties vendent des ressources. Il est possible, il est même fortement envisageable que l'acheteur de ces deux ressources-là soit la même entité. C'est ça l'autre problème. Mais quand c'est comme ça, il faudrait que nous-mêmes nous soyons suffisamment intelligents et patriotes pour savoir qu'on a un problème. C'est-à-dire que l'acheteur de nos ressources, c'est la même personne, c'est la même entité. Et nous deux, nous sommes en guerre, nos efforts de guerre viennent de la même personne. Ça rime à quoi? Il se trouve que c'est la situation que nous vivons. Et le Soudan vit ce genre de situation. Donc il faut rapidement affaiblir l'armée irrégulière. Je le dis encore, il faut rapidement affaiblir cette armée irrégulière. Il faut qu'il y ait une force, soit entre elle et les pourvoyeurs d'armes, soit alors qu'on dise aux pourvoyeurs d'armes d'arrêter, quoi. Parce qu'après tout, c'est un peu comme le temps de Gbagbo. Gbagbo était l'État, il représentait l'État, il fallait que Gbagbo se défende. C'est celui qui a attaqué Gbagbo, c'était lui qu'il fallait arrêter. Malheureusement, les situations ont fait qu'il y a eu des forces qui sont intervenues, la France et tout, qui ont fait qu'on a établi celui-là qui est venu attaquer Gbagbo. Aujourd'hui, c'est la même chose dans le cas du Soudan. Le général qui dirige l'armée, c'est lui aujourd'hui qui représente l'État soudanais. C'est lui qui a attaqué. Il ne faudrait pas, et aujourd'hui, il risque d'être encerclé. Puisque la capitale, elle est prise. Et l'arme qu'on achemine pour les paramilitaires, ça vient sur Khartoum. Donc c'est que ce général-là, ce général qui dirige, est en perte, en chute. Il est en chute libre, en fait. Si ça continue comme cela, un jour, il va perdre le pouvoir. Ça veut dire que nous sommes en train encore d'assister à quoi? À un renversement. Où l'armée irrégulière va prendre le pas sur l'armée régulière. Et finalement, on aura encore à vivre la situation qu'on a vécue dans plusieurs autres pays. Et puisque le Soudan est un pays chaud, c'est pas comme la Côte d'Ivoire, c'est pas les pays qui... C'est un pays chaud, la chaleur est intense, c'est un pays chaud. Du coup, les peuples là ne vont... Du moins, ceux qu'on aura vaincus ne déposeront jamais leurs armes s'ils sont là. Ils vont toujours tenter de faire quelque chose. C'est le pourquoi quand même ils estimaient que cette guerre-là ne durerait que quelques jours. C'était quand même étonnant. Hein? Pour des généraux qui ont fait l'expérience de la guerre, c'est quand même étonnant qu'ils puissent... dire ça. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que la guerre aujourd'hui a malheureusement duré plus que... Oui, c'est parce que personne ne maîtrise la suite d'une guerre. Vous la déclenchez, pensant que vous avez par rapport à votre armement, votre équipement, vous allez raser rapidement l'autre. Peut-être que l'autre, lui, il a le terrain que vous n'avez pas. Donc, il y a des paramètres qui s'enjouent et qui font que, au finish, vos prévisions ne tiennent pas. Et on parle même aujourd'hui de légitimité politique pour les assaillants, pour le général paramilitaire. On dit qu'il est politiquement illégitime. Et qu'avant ce jour, il avait une certaine légitimité politique. Ça n'a pas de sens. C'est lui qui est venu attaquer. C'est lui qui s'attaque au gouvernement en place. C'est lui qui s'attaque au général qui dirige. Comment est-ce qu'on peut parler de légitimité politique? On ne devrait même pas envisager la question avec lui. C'est lui qui attaque le pays. Pourquoi est-ce qu'on parle avec? C'est que,
À un moment donné, ceux qui tirent les Oui, mais ficelles, selon, Madame d'après les ONG, les deux camps sont responsables des exactions. évidemment, évidemment. C'est un guerre. Au cours Attends, on d'une peut pas guerre, tu tirer joues un sur pont. quelqu'un, lui il va vous caresser. Non, vous tirez sur lui, lui aussi s'il peut tirer, Au il va cours tirer d'une sur vous. guerre, Donc, tu joues un pont qui est détruit, hein, et un autre qui est cassé. c'est le massacre des deux côtés. Même avec Jésus, il semble qu'un de ses apôtres avait tranché les oreilles d'un soldat. C'était une petite guerre. Nous sommes le 12 août, aujourd'hui, une journée qui marque, en tout cas sur le continent, la journée internationale de la jeunesse face à ces situations, les mutations, les bouleversements mondiaux, les crises sur le continent notamment. Quelles sont vos craintes justement pour l'avenir de ce continent et de sa jeunesse? Moi, ma grande crainte, c'est cette jeunesse qui est tout le temps sur les réseaux sociaux. Au lieu de chercher à apprendre quelque chose de positif, va sur les réseaux sociaux juste pour s'amuser, pour se défouler. Quand on est jeune, on a de l'énergie, on a de la force. C'est le moment de mettre cette énergie et cette force à profit. Votre jugement de l'héritage politique qu'on laisse à la jeunesse Moi, je n'ai africaine? aucune crainte aujourd'hui pour les jeunes. Je pense que cette situation, tout cela va favoriser le réveil de la jeunesse africaine. L'Afrique est majoritairement jeune, nous le savons. Mais seulement, il faudra que les hommes politiques et tous ceux qui réfléchissent à cette jeunesse puissent mieux travailler pour la réorienter, pour qu'on évite cette divagation, cette digression morale à laquelle nous assistons. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle pour nos téléspectateurs que nous étions avec Fiangan Vidirakou, deuxième vice-président national de la Nouvelle Vision, et Innocent Pato, journaliste. Merci à tous pour vos riches contributions, et merci à vous également de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro du Monde en 7. Bonne suite de programme sur NIOD Info 1.